Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, qui était Toutankhamon? Alors la première chose, c'est qu'on parle souvent de Toutankhamon encore aujourd'hui parce que Toutankhamon, c'est un pharaon dont la tombe a été découverte quasiment intacte le 4 novembre 1922 par Howard Carter. Ça a été une découverte fantastique parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte et même de l'humanité, on peut dire, on retrouvait une tombe quasiment intacte d'un pharaon. Alors évidemment, ce n'était pas le pharaon Khéops de la Grande Pyramide, ce n'était pas le pharaon Ramsès II, mais c'était quand même exceptionnel parce qu'on avait quand même 5400 artefacts en parfait état. Il n'y avait que quelques objets qui avaient été dérobés dans cette tombe. Il y a une chose quand même qu'il faut que vous sachiez. Il y a une anecdote qui me vient à l'esprit, car il y a eu cette année une exposition qui a fait date dans l'histoire, puisque c'est la dernière qui aura lieu en dehors de l'Égypte, sur le trésor de Toutankhamon à Paris. Et lorsque j'étais dans la file d'attente pour aller à cette exposition, j'ai entendu un petit garçon qui devait avoir 6-7 ans dire Papa, sa pyramide, elle s'est effondrée. Alors là, je le dis tout de suite, net, Toutankhamon, on n'est plus du tout à l'époque des pyramides. Le temps où les pharaons érigeaient des pyramides qui étaient des escaliers vers l'au-delà, ça remonte à l'Ancien Empire. L'Égypte, c'est une période qui est très longue. Toutankhamon, c'est le Nouvel Empire. C'est précisément la fin de ce qu'on appelle la 18e dynastie qui marque l'apogée de la civilisation égyptienne antique, on va dire le second apogée, parce que le premier apogée, c'était bien l'Ancien Empire. Pour vous donner une idée, je vais commencer par là, parce que l'objet de cette conférence, c'est déjà de replacer Toutankhamon avant de vous dire qui il était et ce qu'on sait de lui aujourd'hui de façon sûre et certaine et les hypothèses par rapport à ce qu'il a été, c'est de replacer Toutankhamon dans le contexte et dans la longueur temporelle de l'Égypte antique. L'Égypte antique, ça va de 3500 ans avant notre ère jusqu'à 900 avant notre ère. Là, je compte la civilisation de Magadha, je compte la période prédynastique, je compte l'Ancien Empire, la première période intermédiaire, je compte le Moyen Empire, la seconde période intermédiaire, le Nouvel Empire et la Basse Époque. Donc ça veut dire que, pour vous donner une idée, la période des pyramides, c'est les années 2691 à 2200 avant notre ère, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Empire, et à l'époque la capitale de l'Égypte était Memphis, près du Caire, où vous avez la nécropole de Gizeh, la nécropole de Saqqara pour l'époque du pharaon Djoser, et la nécropole de Gizeh, c'est l'époque de pharaons comme Snéfrou, comme Khéops, etc. Et surtout Khéops qui a érigé sa grande pyramide. Ensuite, vous avez donc je ne m'attache pas à vous parler de la civilisation de Magadha, comment il y a eu la première unification des deux terres, ce n'est pas notre sujet. Donc ensuite, après l'Ancien Empire, vous avez ce qu'on appelle la première période intermédiaire, parce qu'à la fin de l'Ancien Empire, vous avez un pharaon qui a le record de longévité en matière pour un souverain dans toute l'histoire de l'humanité. Il est mort à 102 ans. Il s'appelait Pépi II. Il a régné 94 ans, de 8 à 102 ans, régence comprise. Et il a tellement eu de descendance qu'ils se sont entretués. Il y a eu un autre problème, c'est que vous aviez les nomarques, pas les monarques, c'est pas un problème de dyslexie, les nomarques, j'ai bien dit, qui étaient des fonctionnaires de Pharaon, l'équivalent des intendants pour l'époque de Louis XIV en France, et qui géraient, ou les procurateurs chez les Romains pour les provinces, et qui géraient chaque province de l'Égypte, qui se sont autoproclamés pharaons. Il y a eu un troisième problème, une crise écologique,
puisque vous avez eu un changement climatique important avec des sécheresses, et la crue du Nil ne s'est pas fait correctement, ce qui a provoqué des famines. D'où la chute de l'Ancien Empire, qui a marqué le premier âge d'or de l'Égypte antique, un âge d'or qui aura duré tout de même 491 ans, presque 500 ans, et qui a été l'âge d'or de la fonction pharaonique. C'était une époque où Pharaon était au centre de toutes les attentions. Il y avait un culte pharaonique où les prêtres étaient quasiment inexistants, puisque c'était Pharaon qui faisait à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui gérait le culte. Donc vraiment, on peut même dire qu'au début de la période de l'Ancien Empire, il n'y avait que Pharaon qui avait le droit à la vie éternelle. Donc c'était vraiment Pharaon qui était au centre de toutes les attentions. Et puis ensuite, vous avez eu la première période intermédiaire qui a été une période assez décadente. Vous avez eu plusieurs pharaons qui se sont affrontés. Et ensuite, il y a eu la réunification des deux terres au Moyen Empire qui a duré à peu près de, je dirais, 2000 avant notre ère jusqu'à 1750 avant notre ère. Et après, il y a eu l'invasion de peuples d'Asie qui s'appellent le peuple Hyksos. Et les Hyksos ont véritablement anéanti le Moyen Empire. À cause de quoi? Tout simplement parce qu'ils étaient supérieurs sur le plan technologique. Les Hyksos ont été le premier peuple de l'Antiquité à maîtriser l'usage du cheval et des chars. Et les Égyptiens se sont fait écraser, puisque eux, ils se battaient à pied jusque-là. Vous imaginez qu'en Égypte, on se déplaçait à pied ou à dos de dromadaire, mais pas avec des chevaux. Donc c'était un grand handicap. Et en plus, les armes des Égyptiens étaient en bronze, alors que les Hyksos, les armes, étaient en fer. Il n'y avait rien de plus important pour un Égyptien à partir des invasions Hyksos que le fer. Dans les métaux précieux, vous aviez en premier le fer, en deuxième l'argent et en troisième l'or. Parce que le fer, ça permettait de sauver l'Égypte. Dans un premier temps, les Hyksos ont gagné. Ils vont régner pendant 200 ans sur l'Égypte, avec comme capitale Amaris, et ils avaient un territoire qui allait jusqu'à Abydos. Les anciens Égyptiens ont réussi à garder la civilisation du Nil, un territoire. Donc l'Égypte a été à nouveau coupée, cette fois-ci en deux. Et ensuite, vous avez eu la chute des Hyksos, qui a marqué le début du Nouvel Empire, avec un pharaon qui a marqué l'histoire en 1750 avant notre ère, qui est Ahmosis Ier, et qui a renversé les Hyksos et qui a pris la technologie des Hyksos et avec les chars, les armes en fer, les chevaux, les a poursuivis jusqu'en Palestine. Et à partir de là commence le second âge d'or de l'Égypte antique, qui est le Nouvel Empire et qui va s'étendre de 1550 avant notre ère jusqu'à 1070 avant notre ère. Dans ce Nouvel Empire, vous avez, donc entre 1750 avant notre ère et 1070 avant notre ère, vous avez ce qu'on appelle la 18e dynastie. La 18e dynastie, elle a duré de 1550 à 1296. C'est une période très longue. Les pharaons se sont succédés de façon linéaire, plus ou moins linéaire, on va dire, parce que par exemple, si vous prenez Hatshepsut qui s'est fait assassiner par son neveu Thoutmôsis III, pas très linéaire tout ça. Hein. Mais disons que ça reste en famille. Hein. Bon. Et le fameux Toutankhamon, qui est-il en fait? Toutankhamon, il intervient à la fin d'une période qu'on peut qualifier de déclin de la 18e dynastie. Et le déclin, il est intervenu comment? D'abord parce qu'au début de la 18e dynastie, vous avez eu des pharaons
qui ont été conquérants. Je pense à Thoutmôsis III qui a étendu l'Égypte jusqu'en territoire hittite, qui a gagné la première bataille de Kadesh en 1478 avant notre ère. Et Thoutmôsis III a véritablement fondé un empire égyptien. L'Égypte n'était plus un royaume, mais bien un empire. Et puis ensuite, vous avez eu des pharaons pacifiques. Et le grand-père de Toutankhamon s'appelait Aménophis III. Et Aménophis III, on le connaît bien, il a régné de 1391 à 1353 avant notre ère. Et c'est un pharaon qui passait son temps à écrire des lettres diplomatiques à ses voisins et à leur offrir des cadeaux. Mais il a tellement offert de cadeaux que les caisses de l'État se sont retrouvées vides. Son successeur, Aménophis IV, s'est retrouvé dans l'obligation de faire la guerre. Et en plus, par-dessus le marché, il a décidé de revenir à l'ancien empire parce qu'il s'est dit Aménophis IV a eu une ambition, c'est de se dire je vais mettre en place un culte d'un dieu unique, Aton. Bon, il y avait une révolution spirituelle, c'est l'apparition du monothéisme en Égypte, mais monothéisme pharaonique parce que le peuple avait le droit de conserver les anciens dieux. L'idée surtout d'Aménophis IV qui devient Akhenaton lors de la 4e année de son règne, retenez bien la date de 1349 avant notre ère, c'est bien d'imposer la toute-puissance de Pharaon sur les grands prêtres. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir du Moyen Empire, et ce qui a continué d'ailleurs au Nouvel Empire, c'est que Pharaon s'est vu dépossédé du culte, et ce sont les grands prêtres d'Amon qui ont pris une importance fondamentale, et la capitale était devenue Thèbes, et non plus Memphis. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et le but d'Aménophis IV, ça a été de se débarrasser de l'influence thébaine. Et quand il est devenu Akhenaton, eh bien, il a décidé de transférer sa capitale en plein désert, où il a fondé une ville, Amarna, qui d'ailleurs s'appelait à l'époque Akhetaton. On est toujours dans l'idée qui est centrée sur Aton. Bon. D'ailleurs, au passage, Toutankhamon, qui est le fils qu'il a eu avec une de ses concubines, qui d'ailleurs apparemment devait être sa sœur, une de ses sœurs, dont on ne connaît pas le nom. On l'appelle la Young Lady chez les Anglais. Eh bien, s'appelait à la naissance Toutankhaton, qui signifie toute, c'est l'image. Ankh, c'est le signe, c'est la croix de vie en Égypte. Vous savez, l'Ankh, ça ressemble un peu au signe infini en maths. Puis à la fin, ça se termine par une croix, un peu comme une croix chrétienne. Vous voyez un peu ce que c'est. Et bien, ça a donné image vivante d'Aton. Donc, image vivante du disque solaire. Et le problème, c'est que Akhenaton a tellement, je dirais, mis à mal la puissance des grands prêtres, il a complètement annihilé l'économie égyptienne. Parce que l'économie égyptienne reposait en partie sur les temples. Il y avait toute une petite économie qui s'était faite autour, il y avait du commerce autour des temples, etc. C'est un peu comme les marchands du temple avec le Christ, hein, c'est le problème. Du coup, il y a eu une crise économique à la fin du règne d'Akhenaton, et en plus, il s'est mis à marteler les noms de ses prédécesseurs, il s'est mis à détruire les temples qui avaient été érigés pour les anciens dieux, et il a forcé toute la cour à partir en plein désert à Amarna. D'ailleurs, cette ville sera très vite abandonnée. Et Akhenaton va mourir de façon très mystérieuse. On ne sait pas de quoi il est mort. Est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il est mort de maladie?
C'est vrai que quand on regarde la manière dont la famille d'Akhenaton est représentée, on s'aperçoit qu'ils ont des cerveaux quand même très bizarres. Est-ce que c'est une dégénérescence en raison de la consanguinité? Il faut savoir que, comme je le dis toujours, les Égyptiens ne connaissaient pas nos problèmes d'inceste. Se marier entre père et fille ou entre frères et sœurs, ça ne posait pas de problème. C'était même conseillé dans la mesure où ça renforçait une dynastie pharaonique. Il fallait toujours être dans le même sang. Il fallait toujours... C'était ça l'idée des Égyptiens fondamentalement. Et là, ils se trompaient complètement au passage. Et Toutankhamon, il ne va pas arriver tout de suite après la mort d'Akhenaton, parce que Toutankhamon, quand Akhenaton meurt, c'est un nouveau-né. Et donc, le successeur d'Akhenaton, ça sera un certain Smenkhare, qui aurait été son gendre. On avait eu la mauvaise expérience qu'Hatshepsut avait fini assassiné, donc on s'était dit c'est mieux de choisir un homme qui sera plus à même de se défendre, etc., plutôt qu'une femme. Mais finalement, Smenkhare mourra assez vite, et c'est une certaine Méritaton qui le remplacera, qui est une des filles d'Akhenaton. Et Méritaton mourra de façon aussi très mystérieuse, vraisemblablement vers 1328 avant notre ère. Donc Toutankhamon, il va régner 10 ans, de 9 à 19 ans, entre 1328 et 1318. Il y en a qui disent que c'est de 7 à 17 ans, donc c'est pas tout à fait la même date à 2 ans près. Bon, en gros c'est ça. Toutankhamon, ça dure 10 ans. Mais Toutankhamon, c'est un enfant roi, puisqu'il règne, il est tout petit. Faut imaginer que c'est pas lui qui décide. Il va pas gouverner à 7 ou 9 ans. Donc, ce sont les hauts fonctionnaires qui décident. Déjà, vous avez Haï, qui est un ancien haut fonctionnaire d'Amenophis III, qui devient son grand vizir, qui est un homme déjà âgé, il a plus de 60 ans. Et vous avez Horemheb, qui est son général, qui deviendra d'ailleurs le dernier pharaon de la 18e dynastie, après la mort de Toutankhamon et d'Haï. Et Toutankhamon, il devient pharaon sous le nom de Toutankhaton. Et la première décision que va lui faire prendre Haï, 3 ans après son arrivée sur le trône, c'est de prendre le titre de Toutankhamon, c'est-à-dire l'image vivante du dieu Amon. Donc de faire revenir de revenir au culte des anciens dieux, et en particulier d'Amon, et la capitale, Amarna, est abandonnée, donc à Akhénaton, pour Thèbes. On revient à Thèbes. Thèbes, vous savez, c'est où il y a Karnak et Luxor. Donc on revient au culte traditionnel d'Amon, qui est le roi des dieux, et tout le panthéon divin, etc. Vraisemblablement, ça a beaucoup plu. Alors, on sait que Toutankhaton a épousé sa sœur aînée, Ankhsenampaaton, qui est devenue du coup Ankhsenamon. Et malheureusement, comme c'était frère et sœur, les enfants qui ont eu, qui étaient 2 filles, sont morts nés. Il n'y a pas eu d'héritier. Et alors, Toutankhamon, à ce propos, vous savez que vous avez 2 thèses qui s'opposent. Soit il avait une malformation d'origine qui l'a conduit au trépas en raison de problèmes génétiques. Et on a retrouvé 154 dans sa tombe. Vous pouvez imaginer qu'il avait du mal à se déplacer, qu'il avait un pied bout. Ça, c'est la thèse d'Albert V, qui est le directeur de la société d'exploration, qui est le directeur de l'Institut des momies et de l'homme des glaces.
il a observé, il a dit Toutankhamon, il avait un pied beau, il avait du mal à se déplacer, il était malin et il était malade. Oui, sauf que vous allez comprendre que toute l'histoire de la tombe de Toutankhamon fait qu'on ne peut même pas être sûr que cette affirmation, cette hypothèse soit juste. Et je vais m'appuyer maintenant sur un certain Christopher Nanton, qui n'est autre que le directeur de la Société d'exploration de l'Égypte. Et Christopher Nanton est convaincu que Toutankhamon est mort dans un accident de char. Pourquoi? Déjà, l'histoire des cannes. L'histoire des cannes, on ne sait pas si elles appartiennent à Toutankhamon. Si on regarde le sarcophage, déjà, il apparaît très nettement qu'il a été le faciès de Toutankhamon et le corps de Toutankhamon représenté par le sarcophage a été rajouté après coup, et que c'était un sarcophage de base qui était pour une femme qui a été découpé et qu'on a reconstitué pour que ça soit celui de Toutankhamon. Donc il est possible que ça vienne de la sépulture de Méritaton, qui a été complètement détruite, à tel point d'ailleurs que c'était dans l'idée de toute façon qu'on ne voulait pas que le pharaon hérétique et sa descendance, c'est l'idée de la damnatio memoriae, aient le droit à une vie dans l'au-delà. Donc c'est l'idée de détruire leur sépulture. Et ils se sont servis en toute hâte, c'est en particulier Haï qui s'est servi en toute hâte, sûrement des restes de la sépulture de Méritaton pour les mettre dans celle de Toutankhamon. Et on a une preuve de ça, parce que je ne sais pas si vous êtes allé à l'exposition à Paris, mais à un moment donné, dans l'exposition, vous avez un pharaon très étrange, une représentation de pharaon qui est très étrange, qui a une lance à la main et qui est sur une panthère. Or, ce pharaon porte des seins, attribut féminin. Donc, ce pharaon, ce n'est autre que Méritaton, la pharaon. C'est pas Toutankhamon. Donc là, on a un indice comme quoi ce qu'il y a dans la tombe de Toutankhamon, comme d'ailleurs il est mort très jeune, ne lui appartenait pas nécessairement. Qui avait ces cannes, on ne sait pas. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y a... Bonjour. On ne sait même pas d'ailleurs si, en gros, vous avez peut-être même un des trônes. On sait que le trône d'or appartenait à Toutankhamon parce que vous avez Toutankhamon et Anxénamon, mais le trône, quand il était jeune, bon, c'est possible que ça soit son trône aussi, mais en tout cas, il y a plein d'artefacts dans la tombe. Vu qu'en plus, vous avez des noms qui ont été rayés, par exemple, vous avez le cartouche de Méritaton qui a été transformé pour devenir celui de Toutankhamon. Donc il y a vraiment une idée de damnatio memoriae de toute la famille d'Akhenaton. Donc là, c'est très problématique. D'où d'ailleurs la thèse de Christopher Nanton. Et elle est très intéressante. Parce que, en fait, son idée, c'est que, à l'origine, on pensait que Toutankhamon avait été assassiné. Pourquoi? On s'était dit, il a reçu un coup sur la tête, la tête est endommagée, etc. En réalité, c'est lors de l'excavation de la momie que tout s'est passé et que Toutankhamon, le corps de Toutankhamon a été abîmé parce que ça ne s'est pas du tout fait dans les règles de l'art. Il y a un autre indice aussi qui pose problème. La momie de Toutankhamon a été retrouvée dans un état lamentable. Elle a été brûlée. Et elle a été brûlée sûrement à cause d'une réaction à l'oxygène avec l'huile de lin. Quand vous mettez de l'huile de lin
vous mettez de l'oxygène et qu'il y a l'oxygène et que vous n'attendez pas suffisamment parce qu'un rythme de momification, ça se fait en 6 mois, quelque chose comme ça. Mais vu que ça a été fait à la va-vite, peut-être en 15 jours, 3 semaines, eh bien, la momie a été en très mauvais état. Et un autre indice très problématique, le cœur est absent. Si le cœur est absent, vous savez que dans l'Égypte antique, c'est une catastrophe pour la Renaissance dans l'au-delà. Parce que le cœur, c'est ce qui permet l'accession au tribunal d'Osiris. Le cœur, c'est ce qu'on met sur le côté droit, le côté gauche de la balance, face à la plume de Maat. Si le cœur est trop lourd par rapport à la plume de Maat, le cœur est donné en peinture à un démon mi-lion, mi-crocodile, mi-hippopotame, Amout. Et si le cœur équivaut à la plume de Maat, la déesse de la vérité, de la justice, alors le pharaon a le droit d'avoir accès au jardin d'Ialou, au paradis de l'au-delà égyptien. Donc sans cœur, Toutankhamon ne peut pas renaître. Mais ça n'a pas dérangé son successeur. Et Christopher Manton s'est interrogé. Pourquoi on aurait fait ça à Toutankhamon? Alors que faire une damnation mémoriale pour un pharaon qui est revenu sur les erreurs, selon les idées de l'époque, du pharaon hérétique qui était son père, c'est pas vraiment le remercier de la décision qu'il a accepté de prendre, même à 12 ans. Ce que n'avait pas fait sa grande sœur Meritatou, ni Smenkhkarê. Donc, il y a une raison peut-être plus personnelle. En réalité, Toutankhamon n'avait pas d'héritier. Et s'il est bien parti à la guerre et qu'il est mort dans un accident de char, il avait sûrement donné comme consigne une forme de testament, ce que fait chaque pharaon quand il part à la guerre et qu'il n'a pas d'héritier. Il avait sûrement donné comme consigne que ce soit Horemheb, son général, qui lui succède. Et c'était une décision qui, à mon avis, est judicieuse. Parce qu'on est à une époque où l'Égypte est en guerre. Tout simplement parce que ses voisins en ont profité, ils ne reçoivent plus de cadeaux, donc ça ne plaît pas. Et en plus, comme je disais, soit Ménophis III qui lui leur donnait toujours des cadeaux, et en plus, ils en ont profité parce que l'Égypte était en pleine guerre civile avec la révolution religieuse d'Akhenaton. La révolution amarnique. Donc, si Toutankhamon a désigné Horemheb comme successeur, ça peut avoir attiré la jalousie d'Ali et même sa vengeance, qui était son grand vizir, son précepteur, et qu'il l'avait pris sous son aile quand il était enfant. Il a trouvé que Toutankhamon avait dépassé les bornes, arrivé au seuil de l'âge adulte. Donc c'est possible que comme Horemheb et Toutankhamon étaient partis à la guerre, qu'Horemheb n'était pas encore revenu, haï et hâté l'inhumation de Toutankhamon. Il a même d'ailleurs été probablement jusqu'à s'emparer de la tombe qui était destinée à Toutankhamon et mettre, dans le dépit du bon sens, les objets et le corps de Toutankhamon dans la tombe qui lui était destinée. Ce qui expliquerait d'ailleurs la petitesse de cette tombe royale, le peu de hiéroglyphes, l'écriture sacrée, et le peu d'allusions à Pharaon qu'on a sur les bas-reliefs de la tombe. Cette tombe n'était pas destinée originellement à Toutankhamon. Alors vous imaginez, on a une tombe dont les artefacts n'étaient pas ceux de Toutankhamon, mais en plus l'emplacement de cette tombe n'est pas celle originelle prévue pour son propriétaire. Seulement, ça a bien favorisé tout.
troisième homme, Stephen Cross. Stephen Cross, c'est un géologue. Et il est aussi égyptologue. Il s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y aurait eu une coulée de boue peu après la fin du règne de Toutankhamon qui aurait permis la sédimentation de la tombe à tel point que les pilleurs de tombes n'auraient pas vu qu'il y avait une tombe. Ils ont pris ça pour un pan de montagne. Alors que la tombe d'Ali, qui était la tombe d'origine de Toutankhamon, a été pillée. Parce qu'en plus, Ali est devenu pharaon sous le nom d'Ali Ier, après la mort de Toutankhamon, et pendant 4 ans. Bien mal lui en a pris, parce qu'il a voulu avoir une descendance en épousant de force Anxénamon. Anxénamon, vraisemblablement, est morte de chagrin, je ne sais pas, parce qu'elle était un peu jeune. Vraisemblablement, elle s'est suicidée. Elle devait beaucoup aimer Toutankhamon. Et Haï s'est retrouvé, il n'a pas eu le temps de concevoir un héritier, et il est mort sans descendance, et du coup c'est Horemheb, qui était prévu pour succéder à Toutankhamon initialement, qui lui a succédé, et qui va permettre de sauver véritablement l'Égypte antique, puisqu'il va sauver l'Empire égyptien notamment des Hittites, qui avaient l'intention de se venger parce que les Égyptiens avaient attaqué bon nombre de leur territoire, notamment, comme je l'ai dit, à l'époque de Thoutmôsis III. Alors, l'Empire égyptien, on va dire colonial, si j'utilise un mot qui est anachronique, a disparu à la fin de la XVIIIe dynastie, mais l'Égypte est sauve. L'Égypte est sauve. Et Horemheb va désigner Paramessou, Ramsès Ier, qui va devenir pharaon sous le nom de Ramsès Ier, comme son successeur. Et c'est Ramsès Ier qui va fonder une nouvelle dynastie, qui sera la 19e dynastie, et qu'aura comme fils Séti Ier, qui lui-même aura comme descendant Ramsès II, que vous devez bien connaître. Quant à l'histoire que je disais sur Méritaton, on la doit à Marc Gabold, qui lui est convaincu que la tombe de Toutankhamon, à l'origine, beaucoup d'éléments étaient liés à Méritaton. Donc vous voyez, si on réfléchit sur qui était Toutankhamon, c'est pas évident en fait de répondre à cette question en une seule phrase. Toutankhamon, on peut se dire, c'est un règne qui n'a pas d'importance parce que c'est un enfant roi qui a régné 10 ans. Bah oui, mais pourtant c'est le premier pharaon depuis Akhénaton, son père, et il y a quand même eu entre-temps Smenkhkarê et Méritaton, qui reprend un nom ancien avec le panthéon des anciens dieux, puisqu'il ne s'appelle plus Toutankhaton, mais Toutankhamon. On est dans une période charnière de l'Égypte, dans une période de crise de la fin de la XVIIIe dynastie, à l'intérieur d'une période d'apogée. Mais on est à la fin d'une dynastie. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Toutankhamon. Et dans la grande histoire de l'Égypte antique, on est à une époque qui d'ailleurs aurait pu rebasculer vers l'Ancien Empire. Si on prend Akhénaton, il a fait bâtir sa cité, Akhénaton, et il s'est fait inhumer dans sa cité. On se croirait à l'époque de Djoser, qui s'était fait inhumer à Saqqara, qui est juste à côté de Memphis. Akhénaton avait sûrement fait une petite pyramide, érigé une petite pyramide dans laquelle il devait reposer. Et tout ça a été complètement détruit, puis après balayé par le désert. Et il faudrait faire des fouilles très approfondies à l'emplacement d'aujourd'hui, qui est Tel El Amarna, qui était à l'époque Akhénaton,
pour retrouver à quoi ressemblait cette cité disparue. Et parce que très rapidement, la dépouille d'Akhénaton et les dépouilles de ses filles et même de son gendre se sont retrouvées dans la vallée des rois, à côté de Thèbes. Donc ça a été une parenthèse très courte. Et la période de Toutankhamon, c'est le retour dans le temps présent, si j'ose dire. Hein? Parce qu'à la fois, Akhénaton, on peut dire que c'est une révolution par rapport au fait qu'on a l'apparition du monothéisme, mais c'est un retour en arrière dans la mesure où on a un retour à un culte pharaonique total et où Pharaon a à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais Toutankhamon va souffrir aussi d'une damnation mémorielle, parce que si on maintient la trace de Toutankhamon, on va retrouver les traces de Toutankhaton. Ça veut dire qu'il y aura une trace du pharaon hérétique Akhénaton. C'est pourquoi les successeurs de Toutankhamon, vous avez par exemple Séti Ier, quand il a fait son temple à Abydos, en l'honneur du dieu Seth, qui était un dieu normalement maléfique, qui tue le premier pharaon mythique Osiris, mais qui a voulu transférer l'énergie négative de Seth en énergie positive. Et bien dans la liste de tous les pharaons qu'il a fait mettre sur un des bas-reliefs d'Abydos, vous n'avez nulle trace d'Akhénaton, ni de Toutankhamon, ni d'ailleurs de Smenkhkarê et de Méritaton avant, et ni de Haï. Ça commence à Horemheb. Alors vous imaginez, on passe d'Aménophis III, Amenhotep III en égyptien. Aménophis III, c'est Manéthon qui l'appelle comme ça, mais c'est vrai que très longtemps on a dit Aménophis. Alors moi j'ai gardé cette habitude, je lisais les Malais Isaac quand j'avais 5 ans, donc je connais cette ancienne façon de parler des Aménothèpes qui est aujourd'hui, on dit Aménothèpe et plus Aménophis. Donc en gros, on passe d'Aménophis III, c'est un peu gênant, qui est mort en 1353 avant notre ère, à Horemheb, qui lui a régné de 1314 à 1296 avant notre ère. Ça fait quand même un sacré bond dans le temps. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Toutankhamon, c'est un pharaon dont plus personne n'avait entendu parler jusqu'en 1922. Même les anciens Égyptiens, vous auriez demandé, Cléopâtre VII, elle, c'était, pour parler de quelqu'un de très connu, c'était surtout l'Égypte hellénistique, hein, elle est avant tout grecque. Mais vous auriez parlé, à la limite même, je ne sais même pas si Ramsès II aurait pu vous répondre, qui est le fils de Séti Ier, et qui a régné de 1279 à 1213 avant notre ère. Je ne sais pas s'il aurait pu connaître l'existence de Toutankhamon. Parce que son nom avait complètement disparu. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Toutankhamon, par la découverte de ce trésor, est devenu le pharaon le plus célèbre du monde entier, alors qu'il a été connu que 10 ans dans toute l'histoire de l'Égypte antique, qui, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, a duré 2600 ans pour la seule civilisation du Nil. Ça vous donne une idée quand même du paradoxe de la chose, même de l'ironie de l'histoire, je dirais. C'est une sacrée ironie de l'histoire. Bon, moi, je crois que j'ai fait le tour, de façon synthétique. Merci.
Merci. Qu'est-ce que vous nous racontez avant ça? Où est-ce que vous retrouvez il y a des écrits, il y a quelque chose, ou c'est les hiéroglyphes? Alors, c'est marqué, par exemple, on a les écrits d'Amenophis III, qui on a eu la chance de les retrouver, et c'est écrit en ancien égyptien. Ça ressemble un peu à de l'arabe, ils écrivaient de droite à gauche. Il y a eu des choses qui ont été... Alors, les hiéroglyphes, c'est l'écriture sacrée. L'écriture sacrée, c'est plutôt les scribes et les prêtres qui écrivaient avec les hiéroglyphes. Les pharaons, eux, écrivaient en ancien égyptien, qui ressemble à de l'arabe ancien, d'une certaine façon. Tous ces livres, tous ces écrits... Alors, c'est pas des livres, c'est plutôt des... Il y a des papyrus, il y a aussi ce qui a marqué sur les temples. Bon, il y a énormément de papyrus qui ont été perdus avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie quand César était en guerre avec Ptolémée XIII et avait soutenu Cléopâtre VII. Mais disons que on retrouve, on peut avoir tous ces éléments-là dans les tombes, avec les hiéroglyphes qu'il y a sur les tombes, les cartouches, avec ce qu'il y a sur les temples, il ne faut pas oublier, qui sont d'ailleurs écrits en hiéroglyphes, puisque c'est l'écriture sacrée. Et puis, on a la chance d'avoir notamment les écrits d'Amenophis III, où vous avez toutes les correspondances diplomatiques avec quel cadeau il envoyait à tel royaume, etc. Donc oui, il y a diverses sources, mais c'est essentiellement les sépultures et les bas-reliefs des temples. Et les papyrus, quand on a la chance d'avoir des papyrus. Quelle mémoire vous avez, hein? Il est passionné. C'est bien. Passionné depuis l'âge de 5 Oh ben, j'ai commencé à m'intéresser à l'Égypte, j'avais 3 ans, dans Les Ténuphalum, c'était l'épisode des vallées fertiles. Puis j'ai commencé à lire les vallées Isaac à 4 ans, donc oui, l'Égypte, ça fait 29 ans que j'ai commencé à connaître bien la question. Là, c'est un peu un retour aux sources que je fais, alors que je n'ai pas du tout fait ça par ailleurs en thèse. Hein. J'ai travaillé sur Renaud et Elf en compétition sur la période de 1950. Vous êtes allé visiter J'ai pas encore été en Égypte. Par contre, j'ai beaucoup lu, ça c'est vrai. J'ai regardé beaucoup de documentaires. J'ai fait beaucoup de comparaisons avec, notamment, j'aimais beaucoup lire les écrits de Christiane Desroches-Noblecourt, qui d'ailleurs a fouillé jusqu'au bout et qui est morte à 96 ans, alors qu'elle était en train encore de fouiller la vallée des Reines, côté de terre. Christiane Desroches-Noblecourt, c'était quelqu'un de formidable parce qu'elle a sauvé notamment le temple d'Abou Simbel de Ramsès II. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire que le pharaon qui a été le plus malin de l'histoire et qui a été, d'une certaine façon, la synthèse entre l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, c'est Ramsès II. Parce que Ramsès II, qu'est-ce qu'il a fait? Si on regarde le temple d'Abou Simbel, la première statue qui est éclairée au milieu des dieux, c'est lui-même. Donc il s'est divinisé de son vivant, comme l'étaient les pharaons de l'Ancien Empire. Il a permis aux grands prêtres de continuer leur commerce. Il leur a dit, la zone de tête vous appartient, vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas le savoir. Et de son côté, il a fondé sa capitale politique à Pi-Ramsès, et il a redonné à Memphis sa grandeur passée. Ramsès II a été très malin. Mais après lui, malheureusement, l'Égypte s'est enfoncée dans une lente et longue agonie.